Bonjour, je suis le docteur Varlet, je travaille à l'hôpital Georges Pompidou. Je vais vous présenter aujourd'hui le CG des troubles conductifs et la conduite à tenir devant une bradycardie. Donc tout d'abord, la conduction cardiaque normale, elle s'effectue depuis le nœud sinusal, puis la dépolarisation se propage à l'oreillette droite et à l'oreillette gauche. L'influx passe ensuite par le nœud auriculo-ventriculaire et se propage au ventricule via la branche gauche et la branche droite, et ensuite au réseau de Purkinje. Chaque cellule du tissu cardiaque se dépolarise via un potentiel d'action. Il y a des cellules avec un potentiel d'action lent. C'est les cellules qui sont dites automatiques, les cellules du nœud sinusal et les cellules du nœud auriculo-ventriculaire, et qui sont capables de produire un échappement de fréquence cardiaque. Et puis il y a les cellules à réponse rapide qui ne font que se dépolariser via les autres cellules, et celle-ci, c'est l'ensemble des autres cellules du tissu cardiaque. La somme de tous les potentiels d'action va se présenter en surface par l'électrocardiogramme, avec l'onde P qui représente la dépolarisation des oreillettes, le QRS qui représente la dépolarisation des ventricules, et l'onde T qui représente la repolarisation des ventricules. Le CG, donc c'est un enregistrement de l'activité électrique du cœur à la surface du thorax. Elle répond à la loi de l'unipolaire, c'est-à-dire qu'un influx ou un vecteur électrique qui se déplace vers une électrode entraîne un signal positif, et un influx qui s'éloigne d'une électrode entraîne un signal négatif. Donc l'axe vertical correspond au voltage. Il est réglé sur un électrocardiogramme à 10 mm par millivolt, et donc 1 mm correspond à 0,1 mV, et l'axe horizontal correspond au temps, à la vitesse en fait de défilement, qui est réglé à 25 mm par seconde, et 1 mm correspond donc à 40 millisecondes. Les dérivations, donc on a les dérivations précordiales, donc V1, V2, V3, V4, V5, V6, qui sont réparties comme sur les schémas de droite sur le thorax, et ce sont des dérivations unipolaires. Et on a les dérivations frontales, donc AVR, AVL et AVF, qui sont des dérivations unipolaires, et D1, D2 et D3 qui sont des dérivations bipolaires, donc qui sont entre deux électrodes, alors que les autres sont entre l'électrode, par exemple V1, et une électrode fictive. Donc on situe V1 au 4e espace intercostal droit, le long du bord du sternum, du bord droit du sternum. V2 est en face, le long du bord gauche du sternum. V3 est à mi-chemin entre V2 et V4. V4 au 5e espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire. V5 sur la même horizontale que V4, mais sur une ligne axillaire antérieure, et V6 sur la même ligne horizontale que V4, mais sur une ligne axillaire moyenne. Pour les dérivations frontales, on met l'électrode rouge sur le membre supérieur droit, l'électrode noire sur le membre inférieur droit, l'électrode jaune sur le membre supérieur gauche, et l'électrode verte sur le membre inférieur gauche. Et ainsi, on peut avoir les dérivations AVR, AVL, AVF, qui sont entre des électrodes fictives et des électrodes bipolaires entre D1, D2 et D3. Donc les ondes sur le CG, on va avoir le nœud sinusal qui induit la dépolarisation. Donc c'est des cellules, comme je vous disais, avec un potentiel d'action lent. Donc le nœud sinusal, ça va être le début de l'onde P. Et ensuite, la propagation à l'ensemble des deux oreillettes, ça va être la dépolarisation des oreillettes, et ça va correspondre à l'onde P. Ensuite, on va avoir le passage via le nœud auriculo-ventriculaire qui va correspondre à l'espace PR. Et enfin, on va avoir la dépolarisation des deux ventricules qui va correspondre au QRS.
Donc, comme vous pouvez voir sur cet électro, ici on a un électrocardiogramme normal, donc qui est en rythme sinusal, avec un PR qui est normal, des QRS qui sont fins et pas de trouble de la repolarisation. Une fréquence qui est normale et un axe qui est également normal. On a ensuite deux types de troubles de conduction qui sont des troubles de conduction bénins, sauf si le patient présente un malaise ou une perte de connaissance. Donc on a le bloc de branche gauche qui correspond à un élargissement des QRS à plus de 120 millisecondes avec un aspect QS en V1 et l'absence d'onde Q en V6. Donc cet aspect est lié en fait au bloc qui se situe sur la branche gauche puisque l'influx ne passe pas par la branche gauche et la dépolarisation des ventricules qui en résulte fait qu'on a un aspect donc QS en V1 et RSR' en V6. On a également le bloc de branche droit qui est bénin également, avec un aspect pareil avec des QRS qui sont supérieurs ou égales à 120 millisecondes et un aspect RSR' en V1 et S en V6 ou D1, avec une onde S en V6 ou en D1 de plus de 40 millisecondes. Donc pareil, cet aspect électro est expliqué par le blocage qui se réalise sur la branche droite et donc la dépolarisation des ventricules qui se fait d'abord par le ventricule gauche puis ensuite qui est transmise au ventricule droit et qui donne cet aspect ECG de surface. Donc le principe de l'échappement, c'est comme je vous disais, il y a des cellules qui ont un potentiel d'action lent et des cellules qui ont un potentiel d'action rapide. Les cellules qui ont un potentiel d'action lent, elles vont pouvoir se dépolariser toutes seules et donc créer l'émergence d'un échappement. Donc en général, c'est le nœud sinusal qui a l'échappement le plus rapide et donc l'activité électrique du cœur est drivée par ce nœud sinusal. Quand une des structures des voies de conduction est en panne, il y a un automatisme qui va exister plus bas et qui va prendre le relais de la commande des battements. Et c'est ce qu'on appelle un échappement. Et cette commande, elle est plus lente que celle du nœud sinusal. Donc par exemple, typiquement, quand vous avez une défaillance du nœud sinusal, vous allez avoir un échappement plus bas qui va être plus lent que l'échappement du nœud sinusal. Donc quand l'échappement est dit jonctionnel, c'est un rythme qui émane du nœud auriculoventriculaire, donc de la jonction atrio-ventriculaire. En général, il est aux alentours de 40 par minute. Et quand on a un bloc plus bas situé, quand par exemple le nœud auriculoventriculaire est bloqué, on va avoir donc un échappement ventriculaire. On va toujours avoir les oreillettes sinusales, mais elles ne vont pas être conduites au ventricule via le nœud auriculoventriculaire. Et donc, on va avoir un échappement ventriculaire qui va émaner de cellules automatiques au niveau du ventricule et qui est aux alentours de 30 par minute avec des QRS plutôt larges, alors que l'échappement jonctionnel va être avec des QRS plutôt fins. Plus la panne se trouve loin dans le parcours de l'influx et plus l'échappement est long et donc généralement le tableau sévère. Donc on a deux grands types de troubles conductifs qu'on qualifie de sévères. On a la dysfonction sinusale. Donc le nœud sinusal, il a pour fonction d'assurer la fréquence cardiaque et d'accélérer le cœur à l'effort. Et en cas de dysfonctionnement, donc on peut avoir du mal à s'accélérer à l'effort, c'est ce qu'on appelle une insuffisance chronotrope. C'est des patients qui ne peuvent pas s'accélérer au-delà d'une certaine fréquence. Qui sont gênés à l'effort. Le nœud peut complètement dysfonctionner de manière plus lente, c'est le bloc sino-atrial. Ensuite, on peut avoir des pauses sinusales et enfin une paralysie sinusale où l'oreillette n'a plus du tout d'activité électrique et donc on a un échappement jonctionnel. Les troubles les plus graves sont représentés par le bloc sino-atrial 3 et les pauses sinusales, notamment les pauses de plus de 6 secondes, qui sont symptomatiques. Donc le bloc sino-atrial, on a trois types. On a le BSA1 qui n'a aucun retentissement sur l'électrocardiogramme de surface. On a le BSA2 Mobitz 1 où on a un incrément ou un décrément des ondes PP, puis absence d'onde P. On a le BSA2 de Mobitz 2 avec une onde P manquante de façon régulière, avec un peu comme les BAV qu'on verra plus tard. Et enfin, on a le BSA3 où on n'a pas d'activité, où on a une absence d'onde P.
Donc ici, vous voyez les 3 types de BSA. Le BSA 1 où il n'y a pas de modification. Ensuite, le BSA 2 type 1 croissant où l'espace PP va s'allonger, puis bloqué. Ensuite, on va avoir le BSA 2 type 1 décroissant où l'espace PP, cette fois-ci, va se raccourcir, puis on va avoir une onde P bloquée. Enfin, on va avoir, pardon, l'absence d'onde P. On va avoir le BSA 2 type 2 avec absence de manière régulière d'onde P et de QRS. Et le BSA 2 haut degré, où ça va créer, on va avoir des pauses de plus de 3 secondes. Et enfin, le BSA 3, on n'aura pas du tout d'oreillettes, ou des oreillettes rétro. Les pauses sinusales, donc c'est ce que vous voyez sur cet électrocardiogramme, où vous avez une onde P1 QRS, une onde P1 QRS, une onde P1 QRS, une toute petite pause, une onde P1 QRS, et là une grande pause de 3 secondes, une onde P1 QRS. Le bloc auriculo-ventriculaire, c'est le deuxième type de trouble conductif grave. Donc ça va être une mauvaise conduction entre les oreillettes et les ventricules. Et ça va prendre plusieurs formes. Donc soit un ralentissement de l'influx entre les deux cavités. Donc c'est ce qu'on appelle le BAV de premier degré. Soit un passage de l'influx, une partie des battements. Donc un battement sur 2 par exemple. C'est ce qu'on appelle le BAV de deuxième degré. Et enfin, un blocage complet entre les oreillettes et les ventricules, et c'est le BAV du troisième degré ou BAV complet. Comme la dysfonction sinusale, ces pannes peuvent être paroxystiques ou permanentes, et plus le bloc est de haut degré, plus il est généralement sévère. Et donc les deux types de BAV qu'on retient comme sévères, ça va être le BAV2 Mobitz 2 et le BAV3. Sachant que ces deux derniers types de BAV sont toujours plus grave que les dysfonctions sinusales à type de bloc sinoatrial 3 et de pause sinusale. Et en général, on dit qu'on peut décéder d'un bloc de haut degré, d'un BAV de haut degré, mais pas d'un BSA. Donc les trois types de BAV, donc on a le BAV1, donc on va avoir un allongement du PR qui va être supérieur à 200 millisecondes. On va avoir le BAV2 Mobitz 1 avec un incrément de l'espace PR, puis une onde P qui est non conduite. On a le BAV2 Mobitz 2 où là, on n'a pas d'incrément de l'espace PR. Et par contre, on a une onde P non conduite de façon régulière. Et ensuite, on a le BAV3 où on a une dissociation entre les oreillettes et les ventricules. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc ici, vous avez un BAV1, bloc auriculo-ventriculaire du premier degré, avec un espace PR qui est constant et qui est supérieur à 200 millisecondes. Comme vous pouvez voir, là, il est calculé à 320 millisecondes et il ne bouge pas tout au long de l'électrocardiogramme. Donc ça, c'est un bloc de bas grade. Vous avez le BAV2 Mobitz 1 qui est également un bloc de bas grade où vous voyez, vous regardez sur le D2 en bas, donc vous avez une onde P, un QRS, une onde P avec un allongement du QRS et une onde P bloquée. Et c'est reparti, une onde P, un QRS, une onde P, un allongement du QRS et une onde P bloquée. Donc ça, c'est souvent, on retrouve ça chez les patients la nuit, quand ils sont un petit peu vagos également. Et ça, c'est des blocs de bas grade. Le BAV2 Mobitz 2, c'est un bloc de haut grade. Donc là, on a une onde P, un QRS, une onde P bloquée. Et on voit encore une onde P, un QRS, une onde P bloquée. Et en fait, on voit sur les QRS suivants que l'espace PR entre une onde P, un QRS, une onde P, un QRS, l'espace PR ne bouge pas. On n'a pas d'incrément du PR. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le BAV2 Mobitz 2. Et tout le problème du BAV2, c'est quand on est en 2 pour 1. C'est difficile de dire si on est en BAV 2 pour 1, c'est-à-dire une onde P, un QRS, une onde P bloquée, une onde P, un QRS, une onde P bloquée. Toute la difficulté est de savoir si ce bloc c'est un Mobitz 1 ou un Mobitz 2. Et en général, on va s'aider par exemple d'un test d'effort où on va injecter de l'Isuprel pour voir si on lève ce bloc à l'effort ou à l'Isuprel. Si on le lève, c'est que c'est un BAV de bas grade, alors que si on ne le lève pas et qu'on aggrave les troubles conductifs à l'effort ou sous Isuprel, c'est qu'on a plutôt un BAV2 de haut grade.
Et enfin, vous avez le BAV3, donc avec des QRS larges. Donc là, vous voyez les ondes P qui sont non conduites et de temps en temps des QRS qui sont larges et qui sont complètement dissociées des oreillettes. Et là, vous avez un BAV3 à QRS fin où pareil, vous voyez des ondes P qui sont régulières et des QRS qui sont réguliers à leur rythme et les deux sont dissociés. Ça, c'est ce qu'on appelle les BAV3 nodaux. Mais en général, on va plutôt, chez ce type de BAV, faire des bilans pour voir leur origine, alors que le BAV précédent, on ne se pose pas trop la question et on a tendance à les appareiller d'emblée. Là, vous voyez un BAV3 sans échappement, donc vous voyez qu'il y a plusieurs ondes P bloquées qui sont non conduites, et après le patient récupère une conduction AV spontanée. Donc ça, vous comprenez bien que c'est de très que le patient il peut syncoper, voire faire un arrêt cardiaque si il est en BAV permanent, sans échappement. Donc les examens complémentaires qu'on va effectuer pour des troubles conductifs, donc il va y avoir l'ECG, qui va nous donner le diagnostic du type de trouble de conduction. Et ensuite, on peut avoir des signes annonciateurs témoignant d'une mauvaise conduction qui peuvent exister en dehors de la bradycardie. Parce que si vous tombez, par exemple, un patient qui fait un malaise ou une perte de connaissance, si vous lui faites un électro que vous trouvez des troubles conductifs à type de bloc sino-atrial ou de bloc auriculo-ventriculaire 2 ou 3, vous avez votre diagnostic. Par contre, si il fait des malaises, des pertes de connaissance, mais que l'ECG il est normal, vous n'avez pas votre diagnostic parce que le trouble il est paroxystique. Donc souvent on a des signes annonciateurs de mauvaise conduction. Donc ça va être le BAV1, le PR qui est long. Ça va être le bloc de branche gauche ou le bloc de branche droit. Et ça nous fait suspecter en cas de malaise des troubles du rythme à type de BAV complet paroxystique. Donc chez les patients qui font des malaises, on va faire un Holter ECG. Donc c'est un enregistrement ECG de 24 heures de rythme cardiaque qui va parfois permettre de documenter le trouble de conduction paroxystique. On va pouvoir également faire une exploration électrophysiologique pour mesurer la conduction directement dans les cavités cardiaques. Donc au niveau de la zone de conduction atrioventriculaire, donc on mesure le potentiel du faisceau de His. Ça va nous permettre de déterminer si un malaise il est causé par un trouble de conduction, surtout si le HV est donc supérieur à 70 millisecondes. Et enfin, si cette exploration elle est normale, on va pouvoir poser un Holter implantable, ou si l'ECG est normal et qu'on n'a pas de signe annonciateur, donc on ne va pas se lancer dans une exploration électrophysiologique qui nous paraîtra normale. Et donc le Holter, il dure environ 3 ans et il va pouvoir mettre en évidence des troubles conductifs paroxystiques et notamment par exemple des dysfonctions sinusales parce qu'il n'y a pas de bon examen pour voir les dysfonctions sinusales à part le Holter ou le Holter implantable. L'exploration électrophysiologique, elle va plutôt explorer des blocs auriculo-ventriculaires de haut degré. Donc les symptômes que les patients vont présenter en cas de bradycardie, ça va être une perte de connaissance ou une hypothymie, c'est un malaise avec sensation de perte de connaissance imitante et qui a la même valeur que la syncope. Et plus la pause elle va être longue, moins les besoins en oxygène du cerveau ils vont être satisfaits et plus le patient va perdre connaissance. Et on peut comprendre également que un patient qui est un peu âgé avec des carotides qui sont un petit peu bouchées, il va perdre plus facilement connaissance qu'un patient qui est jeune et en bonne santé au niveau des troncs supra-aortiques. Le patient qui fait du BAV par exemple depuis un certain temps ou de la bradie du BSA depuis un certain temps, il va pouvoir faire de l'insuffisance cardiaque par un bas débit en fait cardiaque. Et les symptômes, ça va être une asthénie d'effort, une dyspnée d'effort ou des malaises à l'effort. Cette bradie, elle peut, si elle est sévère et prolongée, elle peut créer un vrai tableau d'insuffisance cardiaque grave avec parfois œdème pulmonaire. Dans les cas les plus graves, le patient qui a des troubles de la conduction va présenter une mort subite. C'est souvent plus le cas dans le BAV complet, qu'il soit paroxystique ou permanent. Et le BAV complet, c'est le BAV3, la forme la plus sévère des troubles de conduction.
Donc soit le patient il présente un BAV sans échappement, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit il présente une bradycardie extrême qui va allonger le QT par des modifications de la repolarisation au niveau du potentiel d'action et provoquer un trouble du rythme ventriculaire que l'on appelle torsade de pointe qui va pouvoir dégénérer en fibrillation ventriculaire. Donc la prise en charge et le traitement des troubles conductifs, et notamment des troubles conductifs de haut degré, donc je vous rappelle BSA3, post-sinusal et BAV2, MOBIS2, BAV3 sont les troubles de haut degré. Donc on va arrêter les traitements bradycardisants, donc les bêta-bloquants et les antiarythmiques. On va corriger un trouble métabolique, donc une hypokaliémie ou plutôt une hyperkaliémie, une hypercalcémie, un trouble hormonal à type de hypothyroïdie notamment, ou si c'est une phase initiale d'un infarctus, par exemple un infarctus inférieur peut donner un bloc nodal, un infarctus antérieur donnera plutôt un bloc infraïtien. Mais en tout cas, à la phase initiale, la phase aiguë d'un infarctus, on ne se précipite pas à implanter un patient d'un stimulateur cardiaque. Donc là, on va corriger une potentielle cause curable. Et ensuite, si le BAV complet syncopal est syncopal, c'est-à-dire le patient présente une syncope ou qu'on a des signes biologiques de mauvaise tolérance à type d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique, ou que le patient présente des troubles du rythme à type de torsade de pointe, par exemple sur l'allongement du QT, à ce moment-là, il faut mettre en place une sonde d'entraînement électrosystolique ou un stimulateur temporaire, ou mieux un stimulateur cardiaque définitif en urgence. Et puis dans un second temps, on implante le stimulateur cardiaque. Donc il sera simple, double ou triple chambre selon le trouble conductif, s'il y a une FA sous-jacente ou une dysfonction VG. Donc tout ça, ça va faire l'objet d'un cours à part où on va surtout suivre les recommandations européennes de la Société européenne de cardiologie, l'ESC et le HRA, ou les recommandations nord-américaines, donc la CCAHA et l'HRS. Pour chaque type de trouble conductif, on a des indications bien définies d'implantation. Donc je vous rappelle les troubles du rythme, les troubles de conduction sévères, donc qui vont nécessiter une prise en charge en urgence, c'est le BAV3, le BAV complet. Les troubles conductifs qui nécessitent une prise en charge moins urgente, mais quand même rapide, c'est le BAV2 MOBIS2, le BSA3 et les post-sinusales. Donc ça, c'est les troubles du rythme qu'on va prendre en charge comme dit sur la diapo précédente. Je vous remercie de votre attention.